Bonjour à tous et à tous, chers supporters marseillais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on est encore en période de trêve internationale. On va également vous parler du match contre Lorient et puis des matchs à venir. On en parlera la semaine prochaine, notamment contre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, on va vous détailler notamment le comparatif entre l'effectif de la saison dernière et l'effectif de cette année concocté par Mehdi Benassia et Pablo Longoria, entre autres, plus Roberto De Zerbi. On commence tout de suite avec Bastien, avec le poste de gardien de but. Donc là, pour le coup, c'est une évidence. Geronimo Rulli, il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de rumeur de transfert concernant ce gardien-là. Il y avait le poste de doublure avec Geoffrey Delange qui a été discuté, notamment du côté de Lille. Mais voilà, Geronimo Rulli est reparti pour une deuxième saison avec l'Olympique de Marseille, malgré qu'il y a eu une petite discorde, notamment parce qu'il est à l'initiative de la discorde entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Il y a eu la question qui s'est posée pour Rulli de partir ou pas. Vite balayé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien, de repartir avec Rulli, une valeur sûre quand même en Ligue 1? Déjà, bonjour à tous, bonjour à toi Louis, bonjour à tous les Marseillais. Effectivement, tu l'as souligné, il y a eu un petit doute suite à l'altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Geronimo Rulli qui était effectivement à l'origine de cette bagarre, verbalement tout du moins, s'est posé la question de savoir s'il allait partir parce que voilà, il se sentait coupable d'avoir été un petit peu l'instigateur de cette embrouille, d'autant qu'il était très proche d'Adrien Rabiot. Ça a été vite balayé par tout le monde. Je crois que tout le monde lui a dit de rester. Il l'a retenu par la manche. Non, reste là. Alors, c'est peut-être un petit coup pour rien aussi, un coup d'épée dans l'eau. Mais clairement, Rulli, on en a besoin. On l'a vu déjà sur les 3 premiers matchs. On a perdu 2 fois, certes, du côté marseillais, mais clairement, Rulli a fait ses matchs. Pour le coup, ça a été le seul à pouvoir parler, à pouvoir ouvrir sa bouche, comme on dit dans le milieu, parce que lui, il avait fait les performances. Donc, évidemment qu'on compte sur lui. Il n'y a pas photo. Il est de très, très loin le gardien numéro 1 de cette équipe. D'ailleurs, amis marseillais, n'hésitez pas à voter pour l'Olympien de ce mois hein, sur le compte officiel de l'Olympique de Marseille. Ça va se jouer du coup entre Geronimo Rulli et Pierre-Emerick Aubameyang. De mon côté, je voterai Rulli, malgré le super match de Pierre-Emerick Aubameyang contre le Paris FC. Je trouve que Rulli, sur les 3 matchs, il a montré que c'était encore un grand patron et un des meilleurs goals de Ligue 1. On va passer maintenant à ce poste de latéral gauche. Donc là, il y a eu un départ, celui de Quentin Merlin, qui nous a fait du mal d'ailleurs quand on a joué le Stade Rennais lors de la première journée. Et une arrivée, on ne l'a pas encore vu sous un premier match officiel avec la tunique olympienne. Facundo Medina, arrivé en prêt avec option d'achat obligatoire pour un montant total, bonus compris, de 22 millions d'euros. Ça nous tarde de voir Facundo Medina à l'œuvre parce qu'il avait fait beaucoup de bien à cette défense en préparation. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un step-up pour toi, Bastien, de passer de Quentin Merlin à Facundo Medina? Totalement. Alors, il faut voir comment Medina va se coordonner sur le poste de latéral gauche. On sait qu'il est quand même assez à l'aise aussi en défense centrale. Mais je pense très clairement que Facundo Medina, on en a parlé la semaine dernière tous les deux, est la recrue, on va dire, la plus fiable de cette équipe de l'Olympique de Marseille, même si évidemment il est blessé actuellement. C'est un petit peu paradoxal de le dire, mais je pense très clairement que Medina, vu son côté, on va dire, argentin, son côté un petit peu leader, son côté qui connaît la Ligue 1, on voit qu'il est très bien déjà intégré au contexte marseillais. On a vu jouer à la pétanque récemment sur les réseaux. Donc, c'est un joueur qui, je pense, va se régaler tout simplement en Provence. On sera là pour le faire régaler s'il veut aussi. Mais très clairement, Quentin Merlin, pour moi, me laisse un petit peu un goût amer dans cette équipe de l'Olympique de Marseille la saison dernière. Il est toujours, je l'ai jamais vraiment vu à son top, à son prime. Effectivement, contre Rennes, il a montré justement qu'il savait bien museler Mason Greenwood. Pour le coup, il m'a donné un petit peu tort, mais je vois que sur le reste des matchs, il est un petit peu redescendu comme il était du côté de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, très clairement, Medina vaut largement un Quentin Merlin, voire 2 Quentin Merlin, pour le coup. Moi, j'ai hâte de voir Facundo Medina jouer parce que je pense également que rien que dans la projection balle au pied, ça va être quelque chose d'autre que Quentin Merlin. Je rappelle que Quentin Merlin, beaucoup ont regretté son départ juste après le match contre Rennes. Moi, j'étais très étonné du changement de veste de la part de certains supporters parce que Quentin Merlin, c'est un bon joueur hein, qui joue très bien dans les blocs bas parce qu'il a de l'espace. Par contre, on l'a vu à l'Olympique de Marseille, il n'est pas capable de dribbler un joueur, il n'est pas capable de déborder. Il avait quand même
beaucoup de limites dans cette animation offensive proposée par Roberto De Zerbi. Et c'était clairement pas l'assurance tout risque non plus en défense. Là où contre Rennes, forcément en bloc bas, c'est plus facile, on va dire, de museler Mason Greenwood, qui était tout le temps pris avec deux joueurs, donc Quentin Malin plus un autre joueur du milieu de terrain. Forcément, c'est plus simple quand on a deux joueurs sur un seul joueur. C'est beaucoup plus simple. Il a fait une belle prestation. Pour moi, Rennes, c'est un club qui peut lui convenir. Bon vent à lui, mais effectivement, Facundo Medina, je pense que c'est un gros step-up et il me tarde vraiment de le voir dans cette défense à ce poste de latéral gauche, axial, un peu hybride, parce que je pense que c'est l'élément qui va permettre de stabiliser la défense de l'Olympique de Marseille. Tout à fait, tout à fait. En défenseur central, on a la nouvelle recrue, bien évidemment, Naïef Aguerd, qui devrait démarrer normalement titulaire dans cette équipe de Roberto De Zerbi. Pendant longtemps, on a parlé de Joël Ordonez. Joël Ordonez ne viendra pas en tout cas cet été, peut-être à l'avenir, c'est possible. Mais Geoffrey Kondogbia, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux joueurs, hein. Geoffrey Kondogbia, on l'a vu l'année dernière. Moi, j'y trouve plus de qualité à Geoffrey Kondogbia. Ça a été un très bon milieu à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'honnêtement, il est très très loin de son niveau d'antan. Là, aujourd'hui, je ne vois pas son poste à Geoffrey Kondogbia. C'est un leader dans le vestiaire, oui. Mais est-ce que c'est toujours un vrai bon joueur de foot? Non, pour moi. J'ai vraiment beaucoup de doutes et aujourd'hui, je suis très content que Naïef Aguerd soit arrivé, malgré que à West Ham, sur les premiers matchs de la saison, c'était pas dingue. Mais c'est quand même un joueur qui a des références et je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à Leonardo Balerdi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien, sur ce duel, enfin, si tant est qu'il y ait un vrai duel? Ben déjà, je comprends tes doutes sur le joueur Geoffrey Kondogbia. On ne peut pas se le cacher. Ici à Marseille, on pense un petit peu comme toi, même si on reconnaît quand même que c'est un joueur qui ne joue pas à son poste de prédilection. Donc là aussi, il faut quand même le rappeler. Évidemment que l'arrivée de Naïef Aguerd va donner un coup de boost supplémentaire à cette défense. Très clairement, je vois que des qualités à ce joueur, pour être tout à fait honnête avec toi. Déjà, ça va être le premier relais de Mehdi Benatia dans la vestiaire. On sait qu'il a fait le forcing pour l'avoir. C'est un Marocain comme lui. Je pense réellement qu'il compte sur lui pour cadrer un petit peu toute cette défense, pour la stabiliser, pour être très clairement le mentor de Leonardo Balerdi, on a bien compris. Naïef Aguerd est un joueur qui est élégant, qui voulait venir à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui parle au foot, qui aime le foot, qui est un vrai amoureux de foot. Il ne sera pas du tout déconcentré par le contexte marseillais. Je vois faire une belle carrière, pour être honnête avec toi, du côté de l'Olympique de Marseille. Je suis très content de sa venue. C'est un joueur qui peut jouer axe gauche, mais qui peut également jouer axe droit. Il a les deux pieds, évidemment qu'il est gaucher, mais il a une très bonne relance, il est assez élégant, il est quand même assez rapide. On a vu fleurir sur les réseaux sociaux une course où il Oui. fait le duel avec Mohamed Salah, donc ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas le dernier venu. Donc très satisfait de cette venue qu'on attendait en début de mercato. Ça a été un petit peu long à se dessiner. On a l'impression que c'est un plan B qui a ressurgi un petit peu au moment opportun. Mais je sais qu'Aguerd devait déjà venir l'été dernier. Il y avait eu des discussions, donc pour moi, c'est pas forcément une surprise. Et je pense que ça sera un bon coup. Ouais, parlons du coup de son compatriote, avec qui il va jouer en défense centrale, Leonardo Balerdi. Alors moi, Naïef Aguerd, j'espère qu'il va jouer axe gauche parce que Leonardo Balerdi, l'année dernière, c'était axe droit. Il a plutôt bien joué, il a fait une très belle saison avec l'Olympique de Marseille. Et là, depuis qu'il est repositionné en tant qu'axe gauche, j'ai vraiment beaucoup de mal à reconnaître Leonardo Balerdi, moi qui adore le joueur largement, mais là aujourd'hui il est indéfendable. À Lyon, l'erreur elle est pour lui. Il coûte un carton rouge. Il nous coûte un alignement donc qui fait but contre le Paris FC. Je le trouve vraiment en dedans. Je trouve que sa préparation n'a pas été bonne. Je le trouve même emprunté physiquement, personnellement. Je le trouve moins rapide et beaucoup moins à l'aise balle au pied. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec Leonardo Balerdi. Est-ce que tu as quelques explications, toi, Bastien, et un petit séjour sur le banc? Est-ce que pour toi, c'est une solution viable? On en avait parlé la semaine dernière. On attendait de lui mettre un petit peu des meilleurs joueurs dans les pattes. Est-ce que pour toi, c'est quand même une solution ou c'est trop radical? Alors, il y a deux lectures à cette question, très bonne question évidemment. Je pense qu'il y a quand même un détail qu'il faut prendre en considération sur le match contre Lorient, c'est la trêve internationale. L'équipe d'Argentine va jouer
en Équateur, il me semble, dans la nuit de mardi à mercredi, très très tôt le matin ou très tard comme on se place. Donc je pense très clairement que Leonardo Balerdi ne sera pas totalement en mesure de jouer dès vendredi pour être titulaire. Je le pense réellement. Je ne suis pas le seul à le penser ici pour la petite info. Donc très clairement, je pense que ça va bien arranger tout le monde de potentiellement mettre Balerdi sur le banc contre les Merlus, ce qui n'est pas forcément le match de l'année, tout du moins on l'espère. Donc du coup, ça va un petit peu arranger un petit peu tout le monde cette configuration. Donc je pense qu'à terme, Balerdi doit être très clairement l'élément clé du projet de Zerbi. Il a toujours rappelé. Maintenant, pour tenter d'expliquer le coup de mou, le passage à vide de Balerdi, il n'y a pas forcément d'explication. Il nous semblait bien en jambes pendant la préparation. Il nous semblait tout à fait motivé. Le problème de Balerdi, pour moi, il faut le résumer en une phrase. Elle va être peut-être un petit peu dure à entendre. Pour moi, Balerdi, c'est 90% du temps un joueur Ligue des Champions et 10% du temps un joueur de district. Malheureusement, qu'on le veuille ou pas, c'est malheureusement comme ça qu'on le voit ici à Marseille. Moi, je le vois comme ça. C'est triste de le dire, mais c'est une réalité. On n'a pas l'impression que Balerdi peut traverser un match sans potentiellement faire de boulettes, qu'elle soit de son ressort ou pas du sien, d'ailleurs, attention. Mais je ne sais plus qui en parlait récemment. Je crois que c'est Dugarry. Il me semble que c'est un consultant qui disait qu'il ne trouvait pas Balerdi fiable. Et le problème, c'est que j'étais potentiellement un petit peu d'accord avec lui, même si je reconnais le talent de Balerdi, je reconnais son élégance, je reconnais sa vision du jeu. Mais je dois reconnaître que quand Balerdi est sur le terrain, j'ai toujours l'impression qu'il peut y avoir une boulette. Et le problème, c'est que ça arrive assez régulièrement, surtout en ces débuts de saison. Après, Balerdi, il a des qualités hors normes pour un défenseur central. Tout à fait. Et il a des défauts également notables qu'il a depuis le début de la carrière. Et aujourd'hui, pour moi, je trouve que les coéquipiers doivent gommer les défauts de l'autre et mettre en avant les qualités de l'autre. Et aujourd'hui, Balerdi, il n'a jamais été vraiment accompagné. Alors, il y avait Mbemba à un moment donné avec la défense à 3 sous Tudor. C'était plutôt une bonne défense. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il n'est pas accompagné, que ce soit par les latéraux. Les latéraux défendent très mal à l'Olympique de Marseille. Un Murillo est méconnaissable sur ce début de saison. Lui aussi, il faut en parler parce que moi, je le trouve vraiment très, très, très médiocre, Murillo. Ouais, je suis d'accord. Défendre. Luis Garcia, bon, c'est un bon soldat, mais pareil, niveau défense, c'est pas ça. Donc, on n'a pas vu Facundo Medina à l'œuvre. Donc, là-dessus, on espère qu'il fera beaucoup mieux que ses deux compères. Et Timothy Weah, pareil, on l'a vu notamment le match contre le Paris FC. Les deux à gauche, Luis Garcia plus Timothy Weah, pour une prestation défensive et offensive, mais catastrophique. Hein. Catastrophique. Vraiment, ça n'aide pas les défenseurs centraux comme Leonardo Balerdi et puis le jeune CJ Egan Riley qui lui aussi se fait décrier, alors que c'est des joueurs qui, honnêtement, je pense, ont un très bon niveau. C'est juste que on a des partenaires qui ne savent pas défendre. C'est compliqué de pallier à tous les défauts des partenaires. Pour moi, Balerdi, bien entouré, donc là, dans cette défense-là, avec Medina. D'ailleurs, on l'avait vu que dès qu'il était accompagné de Medina en préparation, moi, je n'ai pas vu de pépin de Balerdi. Je l'ai vu à un très bon niveau. Accompagné d'Aguerd plus Benjamin Pavard, on va en reparler juste après. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable et je pense que beaucoup vont revoir leur copie, malgré que j'ai vu des trucs passer sur Leonardo Balerdi a toujours été un joueur moyen, je vous l'ai toujours dit, nanana. Je comprends pas ces gens-là, je pense que c'est des gens qui sont là juste pour la culture de l'instant, juste parce que c'est un bon bouc émissaire également, Leonardo Balerdi. Oui, il fait des erreurs, mais alors toutes les qualités qu'il a sont mises à côté, à la porte, en fait, tout simplement. Pendant 2 saisons, il a été impérial, Leonardo Balerdi. Même quand on finit 8e de Ligue 1, il a été très bon. Je me souviens en Ligue Europa, il avait été très très bon également. Mais voilà, il faut absolument cracher sur Leonardo Balerdi parce que oui, il a mis des buts contre son camp. Oui, il a causé des buts à l'Olympique de Marseille. Oui, c'est un joueur qui prend des risques, mais on le connaît. Mais maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus tout balayer. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Vincent. Non, après, c'est une bonne analyse. Moi, je respecte beaucoup le Leonardo Balerdi. Je trouve qu'en plus, c'est vraiment un bon mec. Il fait pas de vagues. Il encaisse toujours les critiques. Bon, dernièrement, il était un petit peu énervé, forcément. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est un joueur talentueux. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. C'est son côté un petit peu où il doit être un petit peu plus fiable sur certaines phases de jeu. Alors, à sa décharge, c'est tout à fait lié au fait que Roberto De Zerbi prend des risques sur la relance, très clairement. Donc, c'est lui qui va prendre en premier, ça c'est clair et net.
Roberto De Zerbi l'a dit, il préfère voir un défenseur prendre des risques que de rester dans sa zone de confort. Donc, du coup, le problème, c'est que Balerdi, il est en première ligne par rapport à tout ça. Après, ça n'empêche pas qu'il fait des boulettes défensives. Mais pour le coup, ses côtés relance un petit peu risqués, un petit peu de danger pris dès la phase défensive, forcément, on comprend d'où ça vient. Mais Balerdi restera. Est-ce que c'est peut-être le brassard de capitaine? Est-ce qu'il faut relier tout ça à cela? Moi, j'ai vu quand même faire des gros matchs la saison dernière avec le brassard. Je pense à un match à Lille où il revenait de blessure, où on attendait tous de tomber sur lui. Franchement, il a sorti une masterclass très clairement. Franchement, il m'a régalé ce jour-là. Il a fait des gestes incroyables. Il a été vraiment le patron. Je pensais réellement qu'il allait rester sur cette lignée, mais effectivement, il y a ce côté un petit peu où il est mal encadré, mal accompagné. Et je pense réellement qu'avoir Medina et Aguerd à ses côtés, franchement, ça va le booster. En tout cas, je croise les doigts pour ce score-là parce qu'honnêtement, on l'aime beaucoup ici, Balerdi. Il faut quand même le dire. On va en reparler de toute façon dans le talk juste après. On fera un focus sur Leonardo Balerdi et potentiellement sa performance à venir. J'aimerais bien qu'il joue le match contre Lorient, malgré que physiquement, ça va être dur. Je pense que c'est le capitaine et que le capitaine doit répondre présent à ces moments-là, même quand on n'est pas forcément à 100%. Je préférerais mettre Leonardo Balerdi sur ce match-là plutôt qu'un CJ Gendreillet qui va découvrir un autre défenseur expérimenté qui peut aussi faire des erreurs. Je pense que ça serait moins bourbier de mettre Balerdi personnellement. Mais bon, après, ça, on en reparlera. Bien sûr. Donc maintenant, on va passer au latéral droit. Murillo contre Benjamin Pavard. Alors, Benjamin Pavard ne veut pas jouer latéral droit, mais Facundo Medina ne veut pas forcément jouer latéral gauche. En fait, tout est une question d'animation. Et dans le système de Roberto De Zerbi, les latéraux droits sont aussi des défenseurs axe droit plutôt. Donc, pour moi, Benjamin Pavard pourrait très sincèrement se mettre à ce poste-là. Après, effectivement, il peut aussi mettre Leonardo Balerdi sur le banc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien? Est-ce que tu penses que Benjamin Pavard va accepter de jouer dans ce poste hybride comme Facundo Medina, ou alors il vient vraiment pour concurrencer Leonardo Balerdi parce que les dirigeants ont vu qu'il faisait un mauvais début de saison? Alors, très clairement, les infos que j'ai, les dernières indiscrétions, pour être tout à fait honnête, on me dit très clairement que Pavard veut venir concurrencer Balerdi. Très clairement, il vient pour jouer défenseur central, donc il faudra voir évidemment entre le souhait d'un joueur et le souhait de son entraîneur, il faudra vraiment voir le jour J. Mais je pense qu'il peut jouer évidemment aux deux postes. On a vu que Didier Deschamps l'a aussi convaincu de jouer latéral droit, mais ce n'était pas forcément son souhait premier. Il jouera où je pense il aura sa place tout simplement. Donc oui, effectivement, je pense que dans un premier temps, il viendrait pour concurrencer Amir Murillo. Pour le coup, tu l'as dit, auteur d'un début de saison chaotique, j'ai envie de dire, parce que je l'avais trouvé bon à Rennes. Il avait notamment mis une tête sur le poteau, bien s'en rappeler. Il a été plutôt pas mal dans ce match, mais après, ça a été la chute, la dégringolade infernale contre le Paris FC et déjà pas très bon du tout. Et à Lyon, il était vraiment mauvais, notamment en défense. Donc, c'est ça que l'on demande quand même dans un premier temps. On demande toujours à un défenseur de défendre dans un premier temps s'il est bon en attaque. Évidemment qu'on le prend, mais c'est quand même son rôle premier, c'est de défendre. Et là, pour le coup, Malik Fofana, il a tourné en ridicule, il faut être tout à fait honnête. Donc voilà. Maintenant, Benjamin Pavard, il faut quand même savoir qu'il arrivera demain à Marianne, demain matin, mercredi matin à Marianne. Donc là aussi, il va y avoir peut-être la question de savoir s'il va jouer avec les Bleus. Est-ce qu'il va être bénéficier d'un temps de récupération assez long aussi. Le match c'est vendredi, donc on peut avoir quelques surprises dans la composition de l'équipe, mais pour moi Pavard arrive quand même en tant que défenseur central, mais il est quand même mieux pour l'Olympique de Marseille qui joue latéral droit pour ne pas se créer trop de problèmes non plus vis-à-vis de Balerdi. En tout cas, si l'Olympique de Marseille venait à mettre sur le banc Leonardo Balerdi, chose que je comprendrais vu son début de saison, hein, c'est pas parce qu'on le défend que forcément on tient à ne pas être objectif envers Leonardo Balerdi. Le meilleur jouera, moi je pars de ce principe-là. Un joueur que j'éteins pas forcément et qui vient qui a été officialisé par l'Olympique de Marseille cet été, c'est Timothy Weah. Je pense que pareil, il a une préparation un peu tronquée. On a parlé d'une blessure avec les États-Unis, sa sélection. Bon, c'est plutôt une crampe parce que justement, il a accéléré sa préparation. C'est un mec qui arrive avec un bon mental. Moi, personnellement, je l'ai trouvé beaucoup plus fiable que Amir Murillo, en tout cas sur le match contre le Paris FC, à ce poste de latéral droit. Je pense que lui, il a une vraie carte à jouer. Et si Benjamin Pavard vient intégrer la défense de l'Olympique de Marseille,
sachant que ça va tourner, hein, il va avoir la Ligue des Champions. Naïef Aguerd ne part pas non plus forcément comme un titulaire indiscutable, en tout cas à mes yeux. Il sort quand même d'une saison avec la Real Sociedad où il y a eu énormément de blessures, Naïef Aguerd. Enfin, pas vraiment des blessures parce qu'il ne voulait pas non plus lever son option d'achat, mais c'est un joueur qui est quand même régulièrement blessé. Il fait un début de saison très poussif avec West Ham qui, de base, voulait le garder. Finalement, ils veulent le vendre. Ils le vendent. Donc, pour moi, ça va se jouer aussi au mérite. Les meilleurs joueront. Et un joueur que j'enterre pas, c'est Timothy Weah. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Bastien. Est-ce que tu as un avis? Parce que beaucoup de supporters marseillais enterrent déjà Timothy Weah comme étant la pire recrue de l'Olympique de Marseille. Un joueur, certes, qu'on a payé très cher, environ une vingtaine de millions d'euros. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il a déjà, c'est bon, il n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille? Non, il faut être un petit peu plus mesuré. Je sais qu'ici à Marseille, on est toujours un petit peu dans la radicalité, mais Timothy Weah n'est pas pour l'instant la pire recrue de l'Olympique de Marseille. On a connu quand même des recrues un petit peu plus médiocres, on va dire ça comme ça. Donc ça, il ne faut pas trop s'enflammer. Timothy Weah, moi j'ai confiance en ce joueur-là. Effectivement, il fait un début de saison un petit peu mitigé, mais le problème c'est qu'on ne fixe pas un poste. Donc oui, on veut bien qu'il soit polyvalent. C'est un couteau suisse, donc c'est une qualité à la base. Mais je crois que c'est Mauricio Pochettino qui l'a rappelé récemment avec les États-Unis. C'est un joueur qui est quand même globalement offensif dans un premier temps. Donc là, on le bride quand même dans des postes qui sont plutôt défensifs. On va lui demander en plus d'être quasiment le cadre de la défense, qui ne sera jamais forcément, puisque ce n'est pas sa formation. Je rappelle qu'il était formé en tant qu'attaquant. Donc non, je suis assez d'accord avec toi, Timothy Weah, je l'enterre pas du tout. Il faut qu'il soit à 100% de ses moyens. Effectivement, on a vu qu'il avait un petit souci musculaire avec les États-Unis, mais je pense pas que ce soit trop grave. Tu l'as signalé. J'attends de voir sur la durée, mais moi, Timothy Weah, c'est pas du tout un joueur que j'enterre. On l'a payé un petit peu cher, effectivement. Ça choque un petit peu des supporters marseillais, mais je dirais qu'il faut voir un petit peu sur le long terme. Pour l'instant, on ne peut pas juger. C'est mitigé son début de saison, il faut être tout à fait honnête, mais voilà, pour l'instant, il faut attendre un petit peu. Mais en tout cas, je ne l'enterre pas du tout. En tout cas, moi, je tiens à préciser que généralement, les mauvais ailiers, parce que pour moi, Timothy Weah n'est pas un bon ailier, sont des très bons latéraux. On l'a vu notamment, moi, j'ai un exemple avec Bounassar. Ça, j'ai dit, bien sûr. Tout le monde avait, tout le monde le critiquait en tant qu'ailier, moi le premier, hein, parce qu'il était vraiment très brouillon. En tant que latéral, c'était pas le même, hein. Je rappelle quand même que Bounassar, malgré toutes les critiques qu'il a pu avoir, il a signé au Bayern de Munich. C'est une carrière, bon, même s'il n'a pas non plus énormément joué, Bounassar, mais c'est une carrière accomplie. À un moment donné, même, il y avait la concurrence avec Benjamin Pavard. On parlait que Bounassar était meilleur que Benjamin Pavard. C'est dire qu'un ailier peut faire des très 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 bonnes apparitions en tant que latéral. Et pour moi, Timothy Weah, c'est typiquement un Bounassar, mais version vraiment améliorée pour moi. Pour moi, il est bien meilleur qu'un Bounassar. Et je pense qu'à l'Olympique de Marseille, ça va faire du bien à Roberto De Zerbi d'avoir ce genre de profil, surtout quand tu as un Amir Murillo qui, aujourd'hui, il ressemble à un Ulysse Garcia, mais dans ses mauvais jours. Donc, bon. C'est clair, clairement. On va parler du milieu de terrain maintenant. Pierre-Emile Hojbjerg, là aussi un joueur méconnaissable sur ce début de saison. Alors, Hojbjerg, il avait fait 6 très bons mois l'année dernière avec l'Olympique de Marseille, les 6 premiers. Pour moi, il a très mal fini. Je l'ai trouvé vraiment, enfin, on va dire que Adrien Rabiot, Valentin Rongier compensaient le manque d'énergie de Pierre-Emile Hojbjerg. Il y a eu des matchs où il a été méconnaissable, notamment contre Nice. Moi, il m'avait choqué dans les replis défensifs. C'était assez choquant. Mais hier, il a fait quand même 2 passes D. Il fait un vrai bon match avec le Danemark contre la Grèce. Est-ce qu'on ne serait pas sur un petit retour de Pierre-Emile Hojbjerg, sachant qu'on lui met quand même un compagnon dans les pattes, c'est Matt Riley, qui vient d'arriver à l'Olympique de Marseille. Je pense que ça peut lui faire du bien, ça peut le réveiller. Qu'est-ce que tu en penses, Bastien? Ouais, je pense tout à fait comme toi. Je pense qu'Hojbjerg, ça fait partie de ces genres de joueurs qui ont besoin d'un temps d'adaptation pour encaisser la préparation physique. Je pense que c'est très clairement ce type de joueur qui met un petit peu de temps à redémarrer. Alors oui, tu l'as signalé, sa fin de saison passée n'a pas été aboutie, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'il faut vraiment enterrer Hojbjerg? C'est-à-dire que j'entends les critiques, je les comprends tout à fait. Hojbjerg a été vraiment très mauvais. J'ai même entendu bidon sur le commentaire d'un collègue à moi. Ça veut dire quoi être vraiment bidon? Hojbjerg, si Hojbjerg est bidon, Angel Gomez, il est vraiment catastrophique. Alors Hojbjerg, il a quand même marqué un but pour l'instant.
Il a fait une action quand même assez improbable à Lyon. Il aurait pu égaliser. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors oui, il a Très bonne deuxième mi-temps. voilà, exactement. Donc, il manque effectivement de jus, il manque d'impact. Je suis d'accord avec toi, mais effectivement, la concurrence de Matt O'Reilly va le pousser au cul, très clairement. Bon, il faut dire la vérité. Je note surtout que les statistiques ont été très bonnes d'Højbjerg, notamment dans les duels avec le Danemark lors de la victoire contre la Grèce. Et ça, c'est important parce que justement, je trouve que Højbjerg a l'habitude un petit peu de se défausser un petit peu sur le duel. C'est ça qui me déçoit un peu chez lui parce que c'est censé être un guerrier, un viking. Donc ça, pour le coup, ça m'a plutôt rassuré. On attend de lui qu'effectivement, il fasse un petit peu avancer le jeu offensif de l'Olympique de Marseille, tout du moins sur la base arrière. Mais c'est ce côté un petit peu de viking que j'attends beaucoup plus de lui, qu'il montrait effectivement sur les 6 premiers mois. Je pense qu'on n'a pas encore perdu. Je pense qu'il va revenir à un bon niveau. Je pense réellement qu'il risque d'être un bon relais sur cette suite de saison. Et si c'est pas le cas, honnêtement, j'en serais déçu. Je suis complètement sur cet avis. Je pense qu'il va monter en puissance, malgré que je le porte pas dans mon cœur, parce que pour moi, ça a toujours été un joueur quand même il a une bonne cote, mais c'est pas un joueur qui excelle non plus. C'est pas un top player comme certains nous Oui, le oui, vendent. bien sûr. Mais c'est un joueur quand même qui est fiable, qui peut monter en puissance. Après, forcément, il a des limites, notamment dans l'impact. Moi, c'est ce que je lui reproche le plus. Ouais. C'est quand tu es un cadre et là-dessus où j'avais assez mal pris, c'est dès le premier match contre Rennes, il avait été vraiment pas bon. Et c'est un des cadres qui l'ouvre le plus, entre guillemets. Et c'est ça qui me dérange, c'est tu l'ouvres sur d'autres joueurs, mais toi, tu n'es pas capable de reconnaître que tu n'es pas bon. Et sa conférence de presse m'avait conforté dans cette idée-là qu'il ne se remettait pas forcément en question. Et ça m'a un peu chagriné parce que pour moi, si tu es cadre, tu dois savoir te remettre en question, tu dois aussi ne pas non plus accuser tes coéquipiers et puis balayer devant ta porte avant de potentiellement dire des choses aux autres. On va passer maintenant à son compère, donc André Gomes. Moi, je pense que le duo est tout simplement pas cohérent entre les deux. Ils ne s'entendent pas forcément parce que c'est des profils quand même qui ne sont pas très physiques. Donc l'année dernière, il y avait Valentin Rongier qui était très physique justement. Il mettait beaucoup d'impact. Pour moi, il nous manque Valentin Rongier. Il nous manque énormément dans ce milieu de terrain. Je ne suis pas sûr qu'on perde contre Lyon ni contre Rennes si on a Valentin Rongier dans cet effectif-là. Et André Gomes fait des débuts plutôt décevants. Mais encore une fois, j'ai du mal à l'incriminer, sachant que derrière, le milieu de terrain, Højbjerg, qui est censé mettre un peu plus d'impact, bah, n'en met pas non plus. Lui, il est censé un peu driver le jeu, il n'y arrive pas forcément. J'ai du mal à incriminer que ce soit l'un ou l'autre. J'ai du mal à me dire que les deux sont coupables. Pour moi, ils sont tous les deux pas cohérents en fait ensemble. Ils se coordinent pas assez. Je sais pas ce que tu en penses. Quand Rongier a quitté l'OM, je me suis posé cette question avec moi-même. Je me suis dit, ok, on comprend ce que fait l'Olympique de Marseille, il se sépare de Rongier. Ok, on va essayer de comprendre la stratégie. Et je me suis dit, j'espère juste qu'on va pas arriver à ce moment de la saison, on va se dire, si Rongier avait été là, on n'aurait peut-être pas perdu ce match. Et je vois et je note malheureusement qu'il y a eu déjà 3 journées et sur deux matchs, on s'est déjà posé la question. Donc déjà, pour moi, effectivement, on a un début de réponse. Rongier était un taulier de cette équipe. Il y a une statistique qui n'est pas du tout à négliger. C'est que chaque fois que Rongier était sur le terrain, l'Olympique de Marseille ne perdait quasiment jamais. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut de plus sur un joueur? Effectivement, que Rongier, pour moi, était meilleur qu'Angel Gomez. Je pense qu'à Rennes, il va cartonner, même s'il y a la rivalité avec Nantes. Angel Gomez, tu l'as dit, on ne pourrait rien forcément y reprocher. On savait un petit peu son profil avant de le faire signer. C'est pas lui qui va révolutionner le jeu de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur technique, c'est un joueur sur qui on peut compter, mais c'est pas lui qui va faire l'exploit. Effectivement, son duo avec Højbjerg est un petit peu, je trouve, incohérent. Il se marche un petit peu dessus. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de step-up sur ce côté-là. Et d'ailleurs, sur le recrutement global de l'Olympique de Marseille, je l'ai dit la semaine dernière, pour moi, c'est le milieu de terrain qui va coincer. Et Angel Gomez, malheureusement, en fait partie. Ouais. Bah, tu te souviens, on avait fait une première vidéo au début du mercato, le 11 idéal de l'Olympique de Marseille. Moi, personnellement, je n'avais pas mis André Gomes dans mon 11 parce que pour moi, c'était vraiment un joueur qui allait servir et avoir beaucoup de matchs. Mais déjà, à Lille, il n'avait pas non plus. Il avait été convaincant sur certaines phases et sur certains matchs. Mais encore une fois, c'est un joueur qui joue très propre.
Mais à l'Olympique de Marseille, il faut de la grinta, faut amener encore plus de la technique. C'est du dépassement en fonction à l'Olympique de Marseille qu'il faut amener. Et là, aujourd'hui, moi je le voyais comme un remplaçant. Le fait qu'il soit titulaire, ça m'avait un peu, ça m'a mis un petit coup au niveau des ambitions parce que tu te dis, ah ouais, on va pas chercher un mec titulaire vraiment au milieu de terrain pour aller jouer la concurrence avec André Gomes, non? Là, il y a Vermeuren également qui est arrivé. C'est plutôt un 6. Moi, je le vois plus en concurrence de Højbjerg. Et puis à voir Matt O'Reilly, où est-ce qu'il va jouer. Pour le moment, Matt O'Reilly, Bastien, on le met en concurrence avec Adrien Rabiot de l'année dernière. Ça sera compliqué quand même pour Matt O'Reilly de nous faire oublier Adrien Rabiot, sachant que c'est un joueur avec une qualité technique hors norme, Matt O'Reilly. Par contre, dans l'impact, également, c'est pas folichon. C'est loin d'être un joueur qui a énormément d'impact sur le terrain. Il va pas forcément à tous les duels. On a quand même un milieu de terrain, je trouve, assez friable. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Totalement. Pour moi, c'est le bémol de cette équipe. C'est son milieu de terrain, que ce soit dans le 11 type, malheureusement, ou même sur le banc. Alors oui, on a l'outillage, tu l'as dit, Matt O'Reilly est là aussi, Vermeuren est là également, en numéro 6 très précisément. Mais Matt O'Reilly, pour le coup, pour moi, non, il ne fera pas le match avec Rabiot, malheureusement pour lui. Et Matt O'Reilly, c'est un box-to-box. Très clairement, il fera le boulot. C'est un joueur qui a du coffre, qui a du volume de jeu. Le problème, c'est que pour moi, c'est pas forcément un joueur très... comment dire ça, c'est pas lui qui va déclencher la passe décisive, très clairement. C'est pas un meneur de jeu, c'est pas un numéro 10. C'est un très très bon milieu de terrain. Il va faire le boulot, il va faire les courses. Il a des passes tranchantes, mais pour moi, c'est... Alors Rabiot, tu me diras, sur les derniers matchs, il n'était pas forcément très très inspiré au niveau de son poste un petit peu avancé, mais l'avantage de Rabiot, c'est qu'il fait des passes décisives, il a des stats. Tu me diras, Matt O'Reilly en a eu effectivement dans le passé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est un joueur qui peut stater, Matt O'Reilly. Alors, il peut stater effectivement, mais encore une fois, avec une animation offensive qui va avec. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout ça est un petit peu brouillon. On ne sait pas si Aubameyang va jouer titulaire, si Gouiri va se réveiller. Donc, pour te dire que Matt O'Reilly est venu pour remplacer Rabiot, numériquement, oui, évidemment, mais au niveau du potentiel, je pense que Rabiot est quand même un step-up beaucoup plus élevé que O'Reilly. J'espère qu'il va me faire mentir. Je pense que c'est un joueur qui arrive vraiment avec des motivations à l'Olympique de Marseille, qui est un joueur qui va être rigoureux, qui va être travailleur, qui va être bon, je pense très clairement. Mais de là à faire oublier le Rabiot de la saison dernière, j'attends de voir. Moi, ce que j'aimerais dans ce milieu de terrain, c'est finalement avoir la doublette Højbjerg, la doublette danoise, Højbjerg plus Matt O'Reilly. Ouais. Et un peu plus haut, j'aimerais bien, moi, un milieu de terrain qu'on connaît bien, c'est Bilal Nadir. Parce que personnellement, c'est le joueur qui met le plus d'impact. Et moi, je l'avais beaucoup aimé contre Lyon. D'ailleurs, il met des très gros pressings. Il est capable d'enchaîner des courses à haute intensité. Je pense que c'est un joueur qui va vite évoluer, Bilal Nadir. Honnêtement, je vois la progression là, depuis qu'il joue, depuis l'année dernière. Je me dis, mais c'est vrai qu'il progresse vachement vite. Et techniquement, il est loin d'être mauvais avec le ballon. Moi, personnellement, Bilal Nadir, il peut être très, très, très intéressant parce qu'il amènerait finalement, c'est le seul profil qu'on a dans ce milieu de terrain. Ouais. Il y a de l'impact. Et je pense qu'à l'OM, il faut un joueur qui rentre dedans, avec un Højbjerg qui soit encore plus rentre dedans et qui se réveille vis-à-vis de ça. Et puis un Matt O'Reilly, on lui laisse un peu les clés du camion. On lui dit, vas-y mec, on a deux joueurs qui travaillent. Derrière, tu fais rentrer André Gomes et puis Vermeuren. Et là, ça serait pas mal. Mais c'est vrai que Bilal Nadir, il faut qu'il confirme. Mais pour moi, c'est le seul joueur qui peut se démarquer au niveau de l'impact. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'il va. Tu as raison, je suis d'accord avec toi sur Nadir. C'est pas la première fois qu'on le dit ici. Je le trouve talentueux. Je trouve que c'est un joueur qui travaille. En plus, il est hyper sympa. Il se prend pas la tête et il va prolonger. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. En plus, il va être revalorisé. Donc, ça aussi, c'est une double bonne nouvelle pour lui. Je pense qu'il est très clairement l'Olympique de Marseille compte sur lui. On a vu contre le Paris FC qu'il était le détonateur du réveil marseillais. Heureusement qu'il était là d'ailleurs avec son collègue. Pressing, impact. Et précis impact, percussion, c'est tout ce qu'on attend d'un joueur de l'Olympique de Marseille en phase offensive. Et je noterai quand même au milieu de terrain, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour moi, c'est la présence du jeune Darid Bakola, il ne faut pas l'oublier. Oui. Effectivement, c'est un jeune joueur, évidemment, il ne faut pas le considérer comme un pilier, un taulier de ce projet. Mais pour moi, il risque de rentrer dans la rotation avec les matchs qui vont s'enchaîner.
Donc, j'aimerais beaucoup le voir. Je pense que De Zerbi compte sur lui. Donc, attention à ce petit jeune. Honnêtement, je crois pas mal en lui et j'attends vraiment de voir qu'il ait du temps de jeu. En plus, avec l'épisode à Rennes, malheureusement pour lui, il a commencé la saison un petit peu mal, malheureusement pour lui. Mais j'attends vraiment de voir ce que ça peut donner cette saison sur ses entrées en jeu parce que je pense qu'il va avoir du temps de jeu. Bon, tu noteras qu'on n'aura pas parlé de Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. Je pense que ce soit milieu ou défense, ça risque d'être compliqué, mais il pourra dépanner de temps en temps, que ce soit au milieu ou en défense. Mais moi, j'ai du mal à lui trouver aussi un poste, sauf si Hochberg continue à, à être en déclin. Je le vois pas non plus gratter des minutes, sauf si Vermeuren, pareil, il n'arrive pas à concrétiser son talent. Pareil, Vermeuren, c'est une énigme aussi. On ne sait pas du tout ce qu'il va donner. Parce que dans l'impact, ce n'est pas non plus un joueur impactant. C'est pour ça qu'on a des profils qui s'entassent, que je trouve qui ne sont pas complémentaires. Et ça me fait un peu tiquer sur la suite de la saison. Heureusement qu'il y a le mercato hivernal qui pourra réajuster ça au milieu de terrain. Parce que je pense que l'Olympique de Marseille va devoir, dès maintenant, prospecter pour renforcer son milieu de terrain avec des joueurs, je pense, un peu plus impactants. Pour la petite info sur Vermeuren, ce qui est intéressant de voir à posteriori, c'est que je me rappelle que le PSG était sur lui avant de signer Joao Neves. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le gap entre ce genre de joueur. Il y a une grosse énigme sur lui à l'Atlético Madrid. Il a pas clairement pas cartonné. Je pense qu'il était un petit peu tendre à ce niveau-là. On attend de voir, c'est un pur milieu défensif, mais pour moi, il manque d'impact physique. J'espère me tromper, mais je ne pense pas que ce soit forcément un titulaire en puissance. Maintenant, il faudra voir sur les matchs qui vont arriver parce qu'il va être testé assez rapidement. C'est ça. On va passer aux ailiers, parce qu'il y a la plus grosse recrue quand même de l'Olympique de Marseille qui a refoulé la pelouse, en tout cas à la commanderie. Il s'est entraîné, Igor Pekchao. Donc ça a fait sourire pas mal les supporters marseillais, moi le premier, parce que ça fait plaisir de voir que Pekchao, oui, va jouer au football. Il sera peut-être dans le groupe contre Lorient. Donc ça nous fait également plaisir. Vis-à-vis de l'ancien remplaçant, donc Luis Enrique, qui était au club l'année dernière. Il est parti pour 23 millions plus 2 millions d'euros de bonus. Est-ce qu'on n'a pas des regrets sur ce début de saison d'avoir vendu Luis Enrique, sachant qu'il était quand même assez impactant, il apportait de l'équilibre à à cet effectif de l'Olympique de Marseille? Très clairement, sur ce début de saison, Luis Enrique manque. On se rappelle qu'il avait été justement, tu l'as dit, énorme sur les 6 premiers mois de l'Olympique de Marseille. Honnêtement, c'était un joueur qu'on n'avait pas reconnu. On l'avait en plus très malé à plusieurs postes différents, ailier gauche, piston droit, improbable. En plus, il était bon à chaque fois. Il avait des stats, des passes décisives, des buts. Il faisait le boulot avec un volume de jeu incroyable, un coffre physique absolument impressionnant. Moi-même, j'étais impressionné. Je passais souvent à côté de lui en zone mixte et franchement, c'était impressionnant, vraiment physiquement. C'était le plus impressionné, je crois, sur la saison dernière. Maintenant, évidemment, Igor Pekchao l'a recruté pour qu'il joue, évidemment, comme tout le monde. On attend beaucoup de lui. Très clairement, il va avoir une double pression. La pression d'après d'être la recrue la plus chère de l'Olympique de Marseille, très clairement. Il va être triple pression même. Il va arriver au Vélodrome pour son premier match, je pense, contre le FC Lorient. Et troisième pression, c'est qu'il arrive de blessure. Donc, est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce que De Zerbi va prendre le risque de faire titulaire pour potentiellement le péter? C'est une vraie question. On attend beaucoup de Pekchao. Sur le papier, évidemment, je dirais qu'on s'est upgradé avec Pekchao, mais j'attends de voir parce que Luis Enrique n'a pas forcément eu une aventure olympienne facile, mais il a quand même laissé quand même un souvenir quand même plutôt positif et plutôt de mec plutôt cool. Donc, on attend de voir Pekchao. Puis il a laissé aussi 25 millions d'euros à l'Olympique de Marseille à partir de ce moment. C'est un très bon passage de qu'il a bien aimé surtout. Malgré tous les défauts qu'il a pu avoir, enfin les péripéties plutôt qu'il a pu avoir, notamment avec c'était Villas-Boas qui ne le voulait pas, il voulait un attaquant. Pablo Longoria l'avait pris parce qu'il croyait beaucoup au joueur. Enfin, bon, on ne va pas réécrire l'histoire avec Luis Enrique, mais moi c'est un joueur que j'apprécie personnellement. Je lui souhaite une bonne réussite à l'Inter de Milan. Concernant Igor Pekchao, la recrue la plus chère du club, 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. On espère qu'il va répondre présent parce qu'il a été clairement recruté pour être le pendant de Mason Greenwood à gauche. On espère qu'il va se tâter
parce que sans Adrien Rabiot, ça fait déjà pas mal de buts et passes décisives en moins, on va dire. Donc les ailiers vont devoir fort à faire, sachant que Mason Greenwood, je le trouve aussi très en dedans sur ce début de saison, on va en parler. Les dirigeants voulaient notamment le concurrencer, enfin lui mettre en concurrence avec Edon Zegrova. C'était une sacrée concurrence. Il y a eu aussi le nom de Malcolm qui est sorti hier, une sacrée concurrence également. Je pense que Mason Greenwood, clairement, les dirigeants, ils n'ont pas forcément confiance dans sa mentalité. Ils savent qu'il peut choisir les matchs, qu'il peut des fois être inconstant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien? Parce que moi, j'ai l'impression quand même que Greenwood, il a un talent unique, ça c'est une évidence. Mais s'il n'est pas challengé, s'il est mis trop en confort, bah, c'est un joueur qui est un peu en dilettante. Totalement, totalement. Tu l'as résumé en une phrase, je crois. Un talent incroyable, je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. À Manchester, il le disait déjà à l'époque, c'est un joueur qui a les deux pieds, c'est un joueur qui a un coup d'œil quand même assez incroyable, qui peut avoir un coup de rein également, une percussion quand même assez incroyable aussi. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il choisit ses matchs. C'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il peut stater, mais pas contre tout le monde. C'est problématique. À Lyon, on l'a vu pas du tout concerné. Son début de saison est quand même très mitigé. Alors oui, il met une passe décisive contre le PFC, il met un penalty, il rate un penalty. Son match contre le PFC est à son image finalement. Il a des stats, mais il rate des choses. On n'a pas trop vu non plus. Il rate un C'est une penalty. très très bonne première mi-temps contre le PFC. Très très bonne période et après on ne le voit plus. Où- À Lyon, il sort à la mi-temps, c'est tout à fait mérité. On le dépeint comme potentiellement l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, que je pense réellement en termes de talent intrinsèque. Le problème, c'est que c'est tout le temps en dents de scie. Il va avoir des stats cette saison, c'est une certitude, parce que, et Roberto De Zerbi le dit en privé, il est au-dessus très clairement au niveau technique, mais son problème, c'est qu'il n'est pas constant. Quand ce joueur aura gagné de la constance, de la régularité, ce sera un top joueur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce qui m'inquiète, c'est que physiquement, Roberto De Zerbi était le premier à dire qu'il était vraiment au top de sa forme. Donc, si il nous sort des matchs comme ça, alors qu'il est au top de sa forme physique, je suis inquiet quand l'hiver va arriver, très clairement. Moi, j'ai hâte de le voir tout simplement en Ligue des Champions parce que je pense que le curseur de Mason Greenwood va se jauger en Ligue des Champions. En Ligue 1, on a vu qu'il pouvait faire la différence. Il n'y avait pas de souci là-dessus, même si contre Lyon, il n'avait pas aligné un crochet. Bon, les matchs ratés, ça arrive à tout le monde. J'espère que ça n'arrivera pas souvent à Mason Greenwood. Mais en Ligue des Champions, bah, j'attends de voir le potentiel du garçon parce que on rappelle quand même que c'est un talent évident. Je pense qu'il a énormément confiance en son talent également. Maintenant, il va falloir qu'il prouve aussi, parce que c'est bien beau d'avoir un talent immense, mais si tu n'es pas capable de stater dans les meilleures compétitions européennes, bah, tu passeras jamais un cap, on va dire, sachant que c'est un joueur quand même qui est suivi par des très gros clubs. Alors, hormis PL, parce que ça sera compliqué de retourner en Angleterre, on le cite souvent à des très, très, très gros clubs. À voir, parce qu'aujourd'hui, je pense que les gros clubs attendent aussi que Mason Greenwood state en Ligue des Champions. Totalement. On va parler des buteurs. Alors là, pareil. Franchement, niveau inconstance, c'est la définition d'Amine Gouiri. Je ne comprends pas son début de saison. Je le trouve vraiment emprunté. Je l'avais trouvé pas mauvais contre le Paris FC, ce poste de numéro 10. Mais bon, il n'était pas servi non plus par les deux milieux de terrain qui sont Hochberg et Gomez. Je sais pas, c'est quoi la recette pour qu'Amine Gouiri se sente épanoui à l'Olympique de Marseille, sachant qu'il avait une totale confiance du coach pendant la préparation. Même après l'arrivée d'Aubameyang, il a dit non, mais c'est Amine Gouiri mon titulaire. Il part avec une longueur d'avance, après le meilleur jouera. Puis c'est comme ça, c'est le football. Aubameyang, en plus, c'est pas un mec méchant, il veut jouer et il donnera tout pour jouer, mais derrière, il n'est pas en mode. Moi, je me souviens toujours de la comparaison Mandanda avec Brice Samba, où justement Mandanda mettait un peu on va dire des pépins pour Brice Samba, il ne l'aidait pas forcément, justement le contraire. Là, pour le coup, je pense qu'Aubameyang, il le voit plus comme un grand frère. Enfin, je pense, j'espère qu'il le voit comme ça, parce que pour le coup, je pense que ça peut être une concurrence saine. J'ai du mal avec ce début de saison. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bastien. Est-ce que Amine Gouiri peut se révéler comme il l'a fait l'année dernière?
C'est une énigme, franchement, à Marseille. Ici, personne ne comprend. Personne ne comprend la situation de Gouiri. C'était un joueur qui était flambant. Il est arrivé à Marseille. Franchement, il a tout compris au contexte de Marseille. Il était incroyable. Il a marqué des buts de fou. Et là, on ne le voit pas. Il est transparent. C'est Fantomas. Alors, j'avais espéré que la trêve internationale avec l'Algérie puisse le relancer. J'ai demandé à un supporter algérien que je connais très bien qu'est-ce que ça avait été, parce qu'il avait les deux. J'ai suivi. Pas bon du tout, effectivement. Et tu confirmes, donc je n'ai pas vu les matchs, mais apparemment, il n'a pas du tout repris confiance en lui. Bon, il faut dire que l'équipe d'Algérie n'est pas forcément folichonne au niveau du jeu, si j'ai bien compris. Elle joue très, très, très mal. Ouais, c'est ça, exactement. Le coach Petkovic, c'est une arnaque complète. Ouais, il paraît, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Donc, du coup, Gouiri n'a pas du tout repris confiance en cette trêve internationale. On comptait un petit peu sur les Fennecs pour lui donner. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Je pense, comme tu l'as dit, qu'Aubameyang, il n'est pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, je pense qu'il est là justement pour le faire monter d'un cran. Et j'attends aussi que Mehdi Benatia joue son rôle. Comme il avait dit, il est là pour pousser au cul Amine Gouiri pour qu'il fasse de lui un top buteur, un top joueur mondial. Il a dit très clairement sur les 6 premiers mois, il allait encore être là pour le pousser. Donc, est-ce que Mehdi Benatia était encore un petit peu trop les mains dans le cambouis du mercato? C'est possible. J'espère pour lui qu'il va un petit peu reprendre Gouiri si tant est qu'il en ait besoin, parce qu'honnêtement, pour le coup, c'est un fantôme. Alors oui, les ballons, il n'arrive pas toujours, mais on ne comprend pas. Des fois, il a l'occasion de tirer, il ne tire pas. Le manque de confiance est criant. On sait que pour un buteur, c'est fatal. C'est ce qu'on voit, c'est le plus flagrant quand on regarde un match de football. Et lui, il est clairement dans ce down. Donc, on espère vraiment qu'il va se remettre, parce que c'était vraiment une super recrue et un super joueur de foot avec un QI foot quand même assez développé. Et on en a besoin cette saison, très clairement. Ouais. Ah bah ouais, Amine Gouiri, j'espère vraiment qu'il va se remettre sur pied, parce que là, ça craint. Déjà, pour le match contre Lorient, je ne sais pas s'il sera titulaire. Je ne sais même pas s'il va rentrer en jeu, parce que contre Lyon, il n'y a quand même pas rentré en jeu. C'est Vaz qui a été préféré à Amine Gouiri. Vaz qui est vraiment un top talent. Pour le coup, il montre depuis la saison dernière, avec son entrée notamment contre Lille, il me semble, où il avait été très 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 bon également. Donc il confirme. Mais derrière, Amine Gouiri, c'est vrai qu'il a des qualités hors normes techniquement. Et pour moi, ça doit être un titulaire, Amine Gouiri, mais c'est vrai que d'avoir Aubameyang dans les pattes, c'est jamais dur de se dire bah tiens, c'est moi le titulaire et pas Aubameyang. Après, pour le coup, Amine Gouiri aura du temps de jeu. Il y a la Ligue des Champions également. J'ai hâte de voir ce que va faire Roberto De Zerbi, notamment sur les titularisations des joueurs, parce que tu as Lorient qui arrive vendredi, tu as le Real Madrid qui arrive mardi, et dimanche, tu as Paris. Bah, ça va être intéressant de voir combien de fois Amine Gouiri va être titulaire sur ces 3 matchs-là. Moi, je pense qu'il sera titulaire une fois, mais j'ai hâte de voir le match où il va être titulaire, justement. Est-ce que ça va être contre Lorient, et du coup, on préserve Aubameyang et on lui fait comprendre que bah, justement, c'est toi titulaire, Aubameyang, et c'est toi sur les gros matchs, et c'est pas Amine Gouiri? Ou est-ce qu'on va tenter Amine Gouiri sur un gros match, et potentiellement, ça peut totalement relancer Amine Gouiri? On verra bien. On va passer maintenant à la conclusion, Bastien, avant de parler du match. Qui est le meilleur pour toi entre ces deux 11? Voilà, la question est simple. Je pense qu'on s'est renforcé. Sincèrement, cet été, pour moi, encore une fois, c'est le couac Rabiot. Forcément, c'est le facteur de cette équipe pour moi qui risque d'être manquant. Et c'est ça qui me fait de la peine, je veux le dire. Je pense que le recrutement a été bon. La défense est beaucoup plus forte sur le papier, très clairement. Rien que tu mets Aguerd et Konobia, pour moi, déjà, c'est terminado. Le débat. C'est au milieu de terrain, très clairement, ça me semble léger. Le problème, c'est que le milieu de terrain, en Espagne, ils appellent ça la salle des machines. C'est là où se joue le football, tout simplement. Donc, c'est là où ça va un petit peu bugger, je pense. En attaque, on est quand même bien meilleur également. Le trio, je parle du trilan forcément offensif, sur le papier en tout cas. C'est l'énigme Rabiot pour moi. L'énigme Rabiot, O'Reilly, Gomez, c'est l'énigme très claire de cette équipe. J'aimerais me tromper en disant que ça va passer, mais j'ai un petit doute par rapport à ça, même si globalement, je pense que l'équipe s'est renforcée et il va manquer un petit peu de créativité et de lien entre le milieu et l'attaque, et c'est malheureusement ce qui nous faisait déjà un petit peu défaut la saison dernière, si on se rappelle bien. Donc, à voir, vraiment à voir, à confirmer, mais le calendrier va être révélateur, je pense qu'il va arriver assez rapidement.
Ah, Bastien, moi, je serais tenté de te suivre. Je pense que sur le papier, on s'est renforcé. Oui, sur le papier. Par contre, l'équipe de la saison dernière était tellement équilibrée. Je parle d'impact, je parle de physique, des joueurs comme Luis Enrique qui pouvaient jouer un peu partout, des joueurs comme Adrien Rabiot qui se fondaient dans la masse avec le collectif qui était super important et qui pouvait hausser le curseur en termes de niveau. Un joueur comme Rongier qui gommait les défauts de Hochberg. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de joueur-là. Un Murillo, bon, bah là, qui est clairement en dilettante cette saison, qui était très très bon l'année dernière. On avait des joueurs en fait qui compensaient et qui étaient beaucoup. Cette équipe-là, l'année dernière, était beaucoup plus équilibrée que cette équipe cette saison. Alors effectivement, en défense, il n'y a pas photo. La défense de l'Olympique de Marseille cette saison, elle est 3 fois supérieure à celle de la saison dernière. Mais encore une fois, tu l'as dit, c'est la salle des machines. C'est pour moi, c'est le milieu de terrain, c'est le poumon d'une équipe. Et quand on n'a pas des joueurs qui sont équilibrés dans une équipe, bah, malheureusement, on voit vite les manques. Parce que là, aujourd'hui, moi, je vois une très bonne défense de l'Olympique de Marseille sur le papier, parce que j'attends de voir, parce qu'on n'a jamais eu vraiment une très très bonne défense ces dernières années. Et puis une bonne attaque également, qui pour moi fait peut-être la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'attaques qui peuvent avoir sur le banc. On va parler justement du banc juste après, mais Amine Gouiri ou Aubameyang, je ne pense pas que des personnes hors Paris puissent avoir ce luxe-là. Mais c'est vrai que les milieux de terrain, bah, il est clairement pas au niveau. Après, on attend de voir aussi ce que peut donner O'Reilly, on attend de voir ce que peut donner Vermeuren. Peut-être qu'il y aura une révélation. Tu as parlé de Bacola, on a parlé de Nadir également. Ça peut être des joueurs comme ça qui vont t'amener de l'équilibre. Mais c'est vrai que Roberto De Zerbi l'avait dit. De base, je ne comptais pas forcément sur Rongier l'année dernière. Et puis en fait, j'ai découvert que c'était un formidable joueur qui m'apportait de l'équilibre. C'est Luis ça. Enrique, il avait dit pareil. De base, bah, c'était Jonathan Rowe qui allait être en concurrence. C'était pas forcément Luis Enrique. Peu de personnes voyaient Luis Enrique être titulaire. Et en fait, des C'est vrai. joueurs qui apportent de l'équilibre, ça change tout pour une équipe. Là, aujourd'hui, à l'OM, il y a très très peu de joueurs qui t'apportent de l'équilibre, hein. Il y a Medina, Pavard potentiellement, mais hormis ces joueurs-là, c'est pas équilibré. Donc moi j'attends de voir, mais j'ai tendance à dire que l'effectif de l'année dernière peut être plus performant en tout cas que cet effectif cette saison. Au niveau du banc, par contre, pour moi, il n'y a pas photo. L'Olympique de Marseille s'est renforcé. On l'a dit, on a Gouiri quand même sur le banc. Vaz qui est en train d'éclore. Wea également. Lui, il peut t'apporter également cet équilibre-là. J'ai l'impression que c'est un peu le Luis Enrique, enfin, c'est le nouveau Luis Enrique. Enfin, dans la stratégie de l'Olympique de Marseille, c'est d'en faire un Luis Enrique. J'ai l'impression. C'est vrai. Tu as raison. Avec peut-être moins de qualité technique, hein, quand même, hein, mais peut-être plus de qualité défensive. Ça compense également. Kondogbia sur le banc, logique. Murillo, Vermeuren, CJ Egan-Riley qui est quand même une belle promesse, on l'a eu gratuitement également. Delange, ça ne bouge pas. Ahmed Traoré qui est intéressant et qui est sûrement, à mon avis, titulaire contre Lorient. Emerson également. Je pense qu'il peut apporter cette saison également. Et puis Nadir Bacola. Qu'est-ce que tu penses de ce banc 2025-2026? Est-ce que pour toi, c'est assez fourni pour jouer toutes les compétitions que va jouer l'Olympique de Marseille? Honnêtement, je pense qu'en termes de quantité, on est bien. Franchement, ce banc il me semble assez fourni. Très clairement, je pense que tous les postes sont doublés, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, ou tout du moins des postes n'étaient pas totalement comblés. Je note quand même qu'on s'est renforcé dans tous les secteurs, ce qui est quand même assez important. Tu l'as dit, je pense que la pièce Timothy Weah va être assez importante. Je pense que ça va être le vrai couteau suisse. Je note quand même qu'Emerson également là. C'est pas non plus le premier venu, attention, c'est un joueur qui a un sacré CV, attention, c'est un joueur d'expérience. Je note quand même qu'on a des joueurs d'expérience, c'est ça qui me rassure un petit peu. Évidemment qu'il y a des promesses, Egan Riley, on en a parlé, il a fait une bonne préparation, hormis sa boulette effectivement contre Lyon, qui a été un petit peu causée par Kivancé, je pense qu'il a fait un début de saison tout à fait honorable. Ahmed Traoré a été plutôt prometteur également contre Lyon, hein, dans un rôle un petit peu ingrat. Il a été présent. Je pense réellement que ce banc peut amener quelque chose avec des titulaires qui pourraient être titulaires s'il n'y avait pas ce 11 de départ. On pense à Gouiri, on pense à Murillo, on pense également à Emerson pour le coup.
mais avec des joueurs qui peuvent sortir du banc et qui peuvent faire vraiment du bien. Je pense là aussi à Nadir, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que je pense réellement que c'est un impact player qui peut être très, très intéressant. Je pense que Bakola peut amener également quelque chose. Vermeuren, j'attends vraiment de voir un petit peu ses premières minutes, comment il s'adapte au contexte, mais pourquoi pas également compter sur lui, à voir si c'est un petit peu épaissi ces derniers mois. Mais le reste est plutôt pas mal, je trouve. Donc oui, je pense que le banc est au niveau pour le coup pour assurer la Ligue des Champions et la Ligue 1 cette saison, je l'espère. Il y a également Ulysse Garcia et Paul Diro là, que je n'ai pas cité. Tout à fait. Mais voilà, ils compléteront également cet effectif de l'OM, plus Neil Maupay. Maupay, exactement. Là, il n'y aura pas trop de temps de jeu. On va parler du match maintenant, Bastien. Match Marseille-Lorient. Alors moi, je l'ai dit, hein, si Marseille perd, c'est la crise absolue. Je ne vois pas comment l'Olympique de Marseille pourrait perdre contre Lorient. Lorient qui sort quand même d'une défaite 7-1 contre Lille, qui a gagné 4-0 contre Rennes, mais bon, ils étaient réduits à 9 quand même, faut le dire. Sachant que même à 9, Rennes avait le ballon en première mi-temps. Après, bon, dès que le but a été pris, bon, ils ont lâché, hein, mais en même temps, à 9, c'est compliqué. Je vois vraiment pas comment Marseille peut perdre ce match, mais impossible n'est pas marseillais. Franchement, je ne demande pas à être surpris cette fois-ci. Je veux que l'OM gagne parce que il va avoir des matchs très importants juste après. Real Madrid, Paris, Strasbourg. Si l'OM perd contre Lorient, je ne vois pas comment Roberto De Zerbi trouvera des solutions à la suite de ces deux matchs-là. Et je pense que même il y aura des questions qui vont commencer à se poser sur lui. Et là, ça serait une grosse crise quand même à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bastien. Comment tu vois ce match? Très honnêtement, on parle beaucoup du match contre le Real, contre le PSG, même contre Strasbourg, mais on oublie très clairement qu'il y a ce match charnière contre le FC Lorient que tout le monde pense gagner, effectivement. J'ai parlé à un supporter du Stade Rennais, pour le coup, il n'y a pas longtemps, qui me disait, mais nous aussi, on pensait gagner contre Lorient. On sortait d'une victoire contre l'OM plutôt prometteuse à la maison, bam, on se prend 4-0. Tu l'as dit, le contexte était quand même assez particulier, avec deux joueurs expulsés assez rapidement. Mais faut pas savoir gagner les matchs avant de les avoir joués, donc forcément. Mais effectivement, je te rejoins là-dessus. Si on n'est pas capable à Marseille, un jour de septembre, avec un guichet fermé qui nous attend, gagner contre l'Orient, l'Olympique de Marseille, je pense qu'on n'a pas grand-chose à espérer cette saison. Donc, on va miser évidemment sur une victoire de l'Olympique de Marseille. Tu l'as dit, rien n'est impossible à Marseille. Tout est malheureusement envisageable, même le pire scénario. Mais effectivement, si tu ne gagnes pas contre l'Orient, tu te mets déjà directement dans un début de crise qui commence à bouillonner, sachant que la semaine prochaine va être spectaculaire à tous les niveaux. Real, PSG, on va suivre ça de très près, mais évidemment qu'il nous faut les 3 points contre l'Orient parce qu'en plus tu sors d'une défaite, je vais dire le mot dégueulasse, à Lyon. Donc honnêtement, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je n'ose même pas l'imaginer, la défaite. Franchement, si Marseille perd, moi, mon week-end, je pense, et la semaine d'après, elles sont détruits. Ils nous mettent les matchs de vendredi maintenant. Donc ça non, mais là, c'est destruction du week-end, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que beaucoup de Marseillais sont comme moi. Mais ça serait une catastrophe. Parce que tu l'as dit, c'est un match charnière. Pour moi, c'est la meilleure façon. Ça arrive au bon moment de préparer des grosses échéances. C'est-à-dire que tu vas récupérer des joueurs comme Medina, tu vas avoir un joueur comme Pekchao, tu vas peut-être le faire jouer 20 minutes, je ne sais pas. Tu vas pouvoir faire jouer des nouveaux joueurs et qui vont pouvoir s'intégrer à un collectif sur un match, on va dire, où Lorient, c'est vraiment une équipe, pour le coup, moi, qui ne m'a vraiment pas convaincu, même contre Rennes, qui ne m'a vraiment pas convaincu. Honnêtement, c'est le bon match pour se relancer. Si tu ne gagnes pas celui-là, à la saison, mais ça va être quoi la saison? Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être très, très long. Mais bon, c'est pour ça que là, on va faire un petit focus sur Leonardo Balerdi. Moi, je l'attends sur le match contre Lorient, malgré qu'il va jouer en trêve internationale ou ce genre de choses. Le capitaine, sur un match charnière, je suis désolé, mais il doit être là. Je ne sais pas dans quelles conditions il sera. Je pense qu'il va être titulaire avec l'Albiceste. Et ça sera comme ça. Il va revenir jeudi matin, à mon avis, tôt. Mais pour moi, il va falloir serrer les dents, il va falloir être bon. Après, on me dira que contre Reims, je me souviens que Leonardo Balerdi voulait serrer les dents. Au final, on prend un but. Je ne sais pas si tu te souviens, moi j'étais au stade. Ça fait 3-1 pour Reims parce que Leonardo Balerdi fait une boulette. Mais en même temps, c'était très mal défendu d'Amir Murillo sur son côté, comme d'habitude.
Mais pour moi, ouais, c'est un match où justement Balerdi doit répondre présent avec des nouveaux cadres comme Pavard, comme Aguerd, comme Medina qui vont intégrer cet effectif. Et pour moi, il doit être là parce que le match capital, c'est pas celui contre le Real, c'est pas celui contre le PSG, c'est celui contre Lorient. Et il ne faut pas l'oublier. Et ce match-là, il va tout changer à ta saison. C'est court, hein, c'est un match contre Lorient, mais Ouais. pour moi, il change tout à ta saison. C'est-à-dire que si tu fais une bonne performance, rien ne dit que tu ne gagneras pas les 2 prochains matchs, même si c'est le Real ou Paris. Impossible n'est pas Marseillais, ça marche dans les deux sens. Je ne sais pas ce que tu en penses. Honnêtement, je connais aucun supporter marseillais qui mise un copec sur une victoire contre le PSG ou le Real Madrid. Là, on va dire que la messe est entendue. Pourquoi pas? Mais par contre, je connais aucun Marseillais qui ne voit pas l'Olympique de Marseille gagner contre Lorient. Donc du coup, c'est un petit peu le football qui va livrer un petit peu sa vérité. Pourquoi pas, évidemment. Mais alors, ce qui est important, c'est que tu l'as dit, le match pour moi le plus important, c'est contre Lorient, tout simplement, parce que justement, personne n'attend de rien de l'Olympique de Marseille sur le Real et le PSG. Évidemment que l'espoir fait vivre et qu'on on va penser, évidemment, et rester positif en se disant qu'on peut prendre un point contre la ou le PSG, ce qui pourrait également lancer notre saison. Attention, là, tu pourrais te montrer capable de lutter contre des grosses équipes, contre le Real et le PSG. Tu dis, il y a quand même de l'outil, franchement, ça peut lancer ta saison. Mais Pour ça, si il faut gagner contre Lorient. c'est ça, exactement. Si tu ne gagnes pas contre Lorient, tout ça n'aura quasiment servi à rien parce que tu ne vas pas non plus concentrer tous tes efforts sur la Ligue des Champions, sachant que l'objectif premier reste, comme l'a dit il n'y a pas longtemps Mehdi Benatia et Paulo Longoria, d'être toujours qualifié en Ligue des Champions via la Ligue 1. Donc forcément, c'est la Ligue 1 qui va rester la priorité. Maintenant, pour répondre à la question sur Balerdi, je pense que physiquement, ça va être compliqué qu'il joue, mais dans l'esprit, j'aimerais beaucoup le voir jouer, justement, pour répondre à ces détracteurs. C'est un retour au vélodrome, justement. C'est là qu'il va falloir montrer les muscles, sortir les muscles, montrer qu'on est capable de tenir le capitanat. D'autant que potentiellement Facundo Medina pourrait être à ses côtés. Donc tout ça me semble plutôt positif pour lui. Mais je ne sais pas, j'irai sans doute à l'entraînement. Je pense que ça va être jeudi à la conférence de presse également. On pourra nous suivre sur les réseaux de but. Mais honnêtement, j'attends de voir quand c'est que va rentrer Balerdi. Encore une fois, il y a l'énigme Benjamin Pavard qui va rentrer mercredi. Est-ce que lui sera frais pour jouer aussi? Ce sont vraiment des incertitudes qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont être levées assez rapidement. Ouais. Sachant que Naïef Aguerd a été préservé avec le Maroc. Ouais. Donc, j'espère. Comment? Il a été bon dans son premier match avec le Maroc, qui a été passeur décisif. Ouais, je l'espère en tout cas qu'il jouera contre Lorient parce que là, il faut sortir la meilleure équipe. Hein. Totalement. Il ne faut pas faire de turnover là. Donc c'est pour ça, Balerdi, si tu peux jouer, joue. Parce que honnêtement, Ian Riley, il est encore jeune et dans une défense un peu nouvelle, s'il n'y a pas Balerdi, je sais pas, si Aguerd il n'est pas dispo, si Pavard n'est pas dispo, tu vas mettre qui? Murillo, Kondogbia. Et puis Medina, s'il n'est pas dispo, tu vas mettre Garcia. Bah, mais c'est une catastrophe. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut mettre la meilleure équipe là, dès ce match-là parce qu'on a besoin d'assurance. Et après, qu'on fasse les meilleures prestations contre le Real et puis limite qu'on perde, c'est pas grave. Mais au moins qu'on donne tout sur ce match contre Lorient parce qu'aujourd'hui, on a besoin de confiance. Et je pense que les supporters, ils ont besoin de se sentir rassurés vis-à-vis de la saison parce que là, aujourd'hui, ça sent le bourbier quand même. Hein. Tu rigoles, moi je suis à Louis, mais tu rigoles avec Kondogbia, mais je ne suis pas certain qu'il ne va pas nous sortir à nouveau Kondogbia en défense centrale. Mais je ne suis pas étonné s'il fait ça. Je ne suis pas étonné, mais je serais très déçu. Il l'a fait plusieurs fois, rappelle-toi récemment. Donc je ne serais pas étonné s'il estime que Balerdi n'est pas en mesure de jouer, que Medina n'est pas encore à 100%, qu'Aguerd est au retour du Maroc un petit peu. C'est pas forcément une certitude de ne pas voir Kondogbia, ton ami, sur défense centrale, très clairement. Et tu vois, ça correspondrait avec notre dernière vidéo où j'avais mis la vignette un peu accrocheuse, le pire mercato. Le pire mercato, pas dans le sens des arrivées, parce qu'effectivement, on a eu des joueurs qui sont de qualité, on ne va pas nier là-dessus. Par contre, dans le timing, c'est la première fois que je vois un Olympique de Marseille, un mercato de l'Olympique de Marseille aussi mal géré dans le timing. On est quand même sur des dossiers de 4 semaines pour certains joueurs. On se retrouve le 1er septembre à refaire toute notre défense. C'est quand même magique. Et là, on se demande quelle charnière pour Lorient. Bah ouais, parce qu'on n'a personne. Et on va remettre Kondogbia. Mais pour moi, c'est un aveu d'échec sur ce mercato. C'est qu'on n'était pas prêt, en fait, tout simplement. Il nous aurait fallu un 3e mois de mercato, je ne sais pas, mais je trouve que là-dessus, ça a été mal géré. Soit on a le budget, on le met et on le met directement,
soit on ne l'a pas et on arrête, on fait des… Naïef Aguerd, on aurait pu le prendre depuis plus d'un mois. Enfin, on le prend le 1er septembre, quand même. Ouais, tu fais quatre recrues sur le dernier jour du mercato. Alors, pour le coup, Aguerd, effectivement, c'était un joueur qui était dans les radars marseillais. Le problème, c'est qu'ils ont foncé sur Ordonez, qui finalement ne s'est pas fait. On a rappelé Aguerd, qui était quand même un petit peu sous le coude. C'est un petit peu. On va quand même partir du principe, on va être optimiste, on va se dire qu'on a réussi quand même à combler les manques sur le dernier jour du mercato, effectivement, qui a été mal géré sur la fin, c'est malheureusement la vérité, mais qui a quand même été comblé sur la dernière ligne droite, donc bravo aux dirigeants sur ce coup-là. Et alors c'est drôle parce que j'ai eu un collègue supporter du FC Nantes qui m'a appelé justement, il m'a fait « Oh, ton club, il nous fait une FC Nantes sur ce mercato parce que les supporters nantais, ils ont l'habitude ce fameux panic buy, et pour le coup, ils nous ont un petit peu refilé la bête, le bébé cette saison, donc on a fait un petit clin d'œil, mais effectivement, c'était une fin de mercato quand même assez aléatoire. C'est ça qu'on reproche aux dirigeants marseillais, c'est pas vraiment le fait de ramener un tel ou un tel, parce que pour le coup, je trouve que les profils sont cohérents. Il manque certes un milieu de terrain qui a de l'impact, mais en défense, c'était le chantier prioritaire et on nous l'a rabâché quand même. C'est ça. Tout le long, hein, à la fin du mercato. Je rappelle les épisodes quand même sans jamais rien lâcher, où très clairement, on sent qu'il y a quand même des manques en défense. D'ailleurs, on ne verra jamais le bout du dernier épisode, hein, ça c'est une évidence. Il me semble qu'il était sur Adrien Rabiot, ce dernier épisode. Bizarre. Non, mais blague à part. Là où je te rejoins évidemment, c'est que ta priorité du mercato estival est un défenseur axial gaucher. Très clairement, c'est la priorité. Et c'est finalement le joueur que tu recrutes quasiment en dernier jour du mercato. En l'occurrence, Naïef Aguerd, qui est une bonne recrue, il faut le rappeler encore une fois. Donc, effectivement, il y a quand même une sorte d'incohérence qui s'est un petit peu infiltrée dans tout ça, malheureusement. Et pas de préparation. Voilà. Moi, c'est ça que je reproche, c'est que les joueurs, là, ils arrivent de trêve. On n'aurait peut-être pas perdu le match contre Rennes, on n'aurait peut-être pas perdu le match contre Lyon. On se poserait peut-être pas autant de questions aujourd'hui si on avait fait des choix peut-être un peu plus rapides. Alors forcément, Ordonez, ça faisait rêver un petit peu, c'était un top prospect. Mais voilà, si on ne pouvait pas le faire, on ne pouvait pas le faire. Il fallait conclure l'affaire un peu plus tôt. Enfin bon, on ne va pas refaire tout le mercato, mais là-dessus, après, on est quand même content du mercato qui a été proposé par les dirigeants en termes de joueurs. Je pense qu'on est tous contents d'avoir un joueur comme Naïef Aguerd ou Benjamin Pavard qui rejoignent l'Olympique de Marseille, ou même un Pek Chao, mais on attend de voir ce que ça donne, bien évidemment. Mais on est tous contents de voir que ça progresse et à tous les étages. Après, je pense qu'il faut faire attention sur ce genre de détails, parce que le début d'une saison, ça peut faire toute ta saison, malheureusement. Ouais, et puis malheureusement, c'est bien de le signaler aussi, c'est que cette fin de mercato va forcément avoir pour conséquence des automatismes qui n'auront pas lieu dès les prochains matchs. C'est ça le problème, c'est que les joueurs ne se connaissent pas encore totalement. Quand tu fais Naïef Aguerd qui n'est pas encore joué, qui ne s'est pas préparé avec le groupe, forcément, tu prends le risque qu'il n'ait pas les automatismes, qu'il n'ait pas les mêmes les circuits de passe que certains autres. Donc, du coup, tu vas encore perdre du temps sur le temps qui t'était imparti du début de saison. Donc, du coup, le puzzle n'est pas encore totalement mis en place. Et c'est malheureusement, j'ai peur qu'on le voit encore un petit peu sur les prochains matchs. Ouais, tu as totalement raison. Bon, on va parler maintenant du pronostic. On voit quand même une victoire de l'Olympique de Marseille. S'il vous plaît, 2-0. Alors, on n'a pas non plus été extravagant dans ce pronostic. On voit une victoire à l'arrache. Enfin, à l'arrache. On va dire maîtrisée, mais pas totalement. Voilà, c'est rare que l'Olympique de Marseille n'encaisse pas de but. Là, on ne voit pas forcément non plus s'il y a une bonne défense, l'Olympique de Marseille a encaissé un but. Sachant que Rouli évolue quand même à un niveau de jeu qui va permettre à l'Olympique de Marseille normalement de ne pas encaisser beaucoup de buts. On l'espère cette saison. Mais voilà, 2-0. Est-ce que pour toi, tu y crois, Bastien, ou est-ce que tu vois un score encore plus serré, ou justement encore plus à l'avantage de l'Olympique de Marseille? Moi, dans ces genres de séquences, mon petit Louis, ce que je veux, c'est un vieux 0-0 dégueulasse. 1-0, pardon, excuse-moi. Non, pas 0-0. Un 1-0 me va très, très bien. Il faut gagner 1-0. Le Vélodrome fera une bronca, c'est une certitude, mais gagner ce match. 2-0, je pense même qu'on a été large. J'ai peur qu'on prenne un but, encore une fois. Je ne vois pas cette défense encore en bricolage de ne pas prendre de but. On va miser là-dessus parce qu'on est quand même déjà optimiste. Mais un petit 2-0, évidemment, que je signe tout de suite dès demain, clairement. En prono buteur, on va retrouver le serial buteur Aubameyang.
Et là, c'est plutôt un souhait, hein, j'y crois à moitié, parce que vu les performances d'Amine Gouiri avec la sélection algérienne, moi, ça ne m'a pas convaincu. Mais après, effectivement, tu l'as dit, le coach, il n'a pas de jeu. Donc, c'est un poste, on va dire, comment on dit déjà, invisible, non, un poste fictif qu'il est en train de faire, le sélectionneur algérien. Mais Amine Gouiri, ce serait bien quand même qu'il lance sa saison par un but en rentrant en jeu. Moi, je mettrais Aubameyang titulaire. On n'a pas parlé de composition parce que justement, on n'en sait rien. Là, tout est possible. On a parlé de Kondogbia, tout est possible. Honnêtement, je vais être très étonné par cette composition. J'ai hâte de la connaître parce que tout est possible. J'ai hâte de voir si Balerdi va jouer, si Pavard va jouer, si Aguerd va jouer, Medina pareil. Il y a trop de joueurs qui peuvent jouer, qui peuvent prétendre à cette place de titulaire contre Lorient. On ne sait pas si De Zerbi va faire tourner ou pas parce qu'il y a le Real Madrid. Je ne pense pas personnellement. Je pense qu'il mettra la meilleure équipe possible. En tout cas, de tous les joueurs qui sont à disposition. Donc, si Balerdi est à disposition, il jouera. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Et puis voilà, je pense qu'Aubameyang sera titulaire parce qu'il a quand même, sur le match contre Lyon, je loue énormément les efforts d'Aubameyang. Le mec n'a pas arrêté de courir. Pressing constant pendant tout le long du match, quasiment, jusqu'à sa sortie. Il a vraiment, pour un mec de 37 ans, joué à 100%. Et mouillé le maillot à 100%, malgré les difficultés à 10 contre 11. Et là-dessus, je suis très content d'avoir Aubameyang dans ce groupe-là, parce que justement, Amine Gouiri, il devrait prendre l'exemple et se dire, regarde comment il mouille le maillot, moi je dois montrer beaucoup mieux, et je suis capable de beaucoup mieux, et aujourd'hui, il faut que je monte, quoi. Voilà, je vois les deux buteurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bastien. Ouais, complètement. J'aimerais miser sur les attaquants, surtout Amine Gouiri. Évidemment, qu'on a envie qu'ils se relancent, qu'ils reprennent confiance. Il manque le déclic. C'est toujours comme ça pour les attaquants, les buteurs, les numéros 9 comme lui. Et un seul but peut suffire. On connaît tous la maxime de Cristiano Ronaldo sur un ketchup. Mais on aimerait que ce soit notre ami Amine Gouiri qui le débouche pour le coup. Mais surtout, quelque chose dont on n'a pas parlé, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Parce qu'après les trêves internationales, les déplacements en avion, tout ça, on sait que ça peut aussi casser les corps, donc les organismes. Donc attention à tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le risque de poser sur la table une composition d'équipe. C'est trop incertain. C'est d'ailleurs pour ça que Roberto De Zerbi fera sa conférence de presse le jeudi. Logiquement, il a fait un J-2 du match, là, il a fait un J-1, donc on ne va pas prendre de risque, il serait, donc vous aurez les infos. Mais honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir la composition d'équipe parce que je pense qu'il peut y avoir quand même pas mal de surprises dans ce sens de départ. Mais pour le coup, j'espère que les deux buteurs qu'on a choisis sont les bons. Bon, et bien, en tout cas, amis Marseillais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et puis à partager cette vidéo parce qu'on essaye de relayer le plus possible l'actualité olympienne. On essaiera également de faire un autre talk pour le Real Madrid. Bastien qui connaît également très très bien le Real Madrid. On va essayer d'analyser tout simplement ce match-là, nos chances pour gagner ce match. Et puis bien évidemment, on aura un autre talk la semaine prochaine pour la réception du Paris SG. On espère qu'il y aura cette fois-ci une victoire. Quel est ce club? Ouais, je ne sais pas. QSG, c'est ça? Non, blague à part, on espère qu'on gagnera tous les matchs, mais ça va être compliqué, bien évidemment. Mais on vous souhaite à tous une très belle semaine, un bon week-end et puis un bon match contre Lorient. Et puis on se revoit très vite la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Allez l'OM, ciao.